Bonsoir à tous, bienvenue au Conseil régional de l'Ordre des architectes. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée d'ouverture des Journées nationales de l'architecture, dont le thème a été choisi par le Conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire sur la mise en lumière de l'héritage architectural féminin, et que l'on a appelé Invisible. Alors, pourquoi ce thème ? Alors, il fait écho à la création d'une commission au sein de notre institution euh, qui s'appelle tout simplement cette commission Égalité Femmes-Hommes. Et je vais laisser maintenant la parole donc à Catherine Malray, qui est vice-présidente et présidente de cette commission, et à Gonzague Blanchet, qui est trésorier adjoint et membre actif de cette commission. Catherine, à toi. Non. Gonzague, à toi. Gonzague d'abord. Et bonsoir tout le monde. En propos liminaire, je vais parler de deux femmes. La première, Narges Mohammadi, qui le 6 octobre, c'est-à-dire la semaine dernière, a reçu le nouveau prix Nobel de la paix. Et pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour sa lutte pour promouvoir les droits humains et les libertés de tous. Une deuxième femme cette semaine, Claudia Goldin, qui a reçu le prix Nobel d'économie pour ses recherches ayant fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail et des inégalités femmes-hommes. Et donc ce soir, nous avons 4 personnes pour cette table ronde, dont je vais laisser la présentation à Catherine. Avant, j'ai un truc à dire. Faut que je me mette dedans. Parce que tu as présenté 2 femmes Nobel. Et moi, j'avais envie de parler dans cette idée d'égalité homme-femme d'un autre Nobel de littérature qui est un homme, mais bon, John Steinbeck, qui a eu le Nobel de littérature en 1962, qui est une très belle année, et qui décrit une femme forte. Et j'avais envie de vous lire ce petit passage que je trouve très beau et très évocateur de la femme. Elle regardait dans la lumière. Vous avez 1h30 parce que... Elle regardait dans la lumière. Son visage rebondi n'était pas amoli. Il était contenu, bienveillant. Ses yeux noisettes paraissaient avoir traversé toutes les tragédies possibles et surmonté des deuils et des souffrances comme autant d'étapes aboutissant à un calme immense et à une compréhension surhumaine. Elle semblait connaître, accepter, assumer sa position de citadelle familiale, de place forte imprenable. Et puisque le vieux Tom et les enfants ne pouvaient savoir sa douleur ou sa peur, tant qu'elle ne s'en ouvrait pas, elle avait appris à nier en elle la douleur ou la peur. Et puisque lorsqu'un événement joyeux se produisait, ils se tournaient tous vers elle pour voir si elle était en joie. Elle avait pris l'habitude de se confectionner un rire à partir de peu. Mais mieux que sa joie, il y avait son calme, une impassibilité sur laquelle s'appuyer, et dans la position humble et haute qu'elle occupait au sein de la famille, elle puisait une dignité et une beauté tranquille et épurée. Dans sa position d'arbitre, elle avait acquis le recul et le jugement sans faille d'une déesse. Elle semblait savoir que si elle chancelait, la famille tremblait, et si un jour elle flanchait ou désespérait, alors la famille tomberait, perdrait toute volonté de fonctionner. C'est dans les raisins de la colère. Mais sur ces mots magnifiques, je vais vous présenter, on va laisser la parole à celles qui se sont emparées du sujet. Anne Labreuil, architecte, urbaniste et maîtresse de conférences associée en urbanisme, vice-présidente de l'Ordre des architectes Île-de-France, vice-présidente de la Maison de l'architecture d'Île-de-France, cofondatrice de l'association MEMO, Stéphanie Bouis-Mélage, chercheuse, historienne de l'architecture, experte en histoire du genre des architectes de femmes, maître de conférences associée à l'ENSA Nantes, professionnelle engagée pour l'égalité femmes-hommes et pour l'inclusion. Continue. Et également Solène Pastor, qui est titulaire du diplôme d'architecte depuis 2020, coprésidente de l'association MEMO, Aurélie Van Hoff, qui est également titulaire du diplôme d'architecte depuis 2020, et passionnée d'illustration, qui est la personne qui a donc fait des illustrations de cette exposition, et membre également du collectif MEMO depuis 2021. Et donc maintenant, on laisse la parole à Merci
infiniment pour l'invitation. C'est vrai que je suis ravie qu'on puisse faire des commissions ensemble en tant qu'ordre des architectes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, à Paris, on a monté aussi une délégation. On a appelé ça une délégation. Mais ce n'est pas au nom ordinal que je viens vous voir ici, mais plutôt en tant que cofondatrice de l'association Mémo. Et donc, la soirée, je vais vous faire un peu une photographie. Donc, c'est là où ça ne va pas être rigolo. Donc, je vais commencer par des blagues pour un peu désamorcer les choses. Et puis ensuite, Stéphanie, tu nous parleras de l'histoire des femmes architectes, les échos qu'il y a encore actuellement. Et puis, Solène et Aurélie vont vous présenter quelques portraits. Voilà. Donc, les petites blagounettes, c'est ça. C'est le laboratoire de l'égalité qui ont édité un petit livret très intéressant pour les architectes à destination des TPE et des PME pour promouvoir l'égalité au sein des agences. Voilà, qui fait une campagne de com qui ne me lasse pas. Voilà, donc moi, voilà, bon, on a déjà assez parlé de moi, donc c'est pas le sujet. Puis une autre aussi, un petit clin d'œil qui m'a. J'aime bien commencer les confs là-dessus. Je sais que j'ai que 20 minutes, donc je vais aller très rapidement. C'était une affiche. C'est l'Ordre des architectes de France. On fait une grande fête tous les ans. Et puis, voilà, on invite tout le monde. Et j'ai eu cette affiche de chez moi pendant des années sous les yeux. Je l'ai trouvée très jolie. Et puis un jour, quand même, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'égalité de genre, j'ai regardé attentivement cette affiche et je me suis dit, bah, c'est ça la vision des architectes, la différence entre les hommes et les femmes architectes. C'est qu'on a un nœud papillon ou un petit collier. C'est ce qui nous différencie vraiment. Et ben, on va voir que non, c'est pas ce qui nous différencie. Mais j'aime bien cette image parce que voilà, ça montre bien un peu l'iconographie, un peu encore restreinte des architectes que nous devons bousculer un peu. Une autre chose qui m'interpelle à chaque fois que je commence ça, c'est un livre qui est là, qui est très bien, je vous le conseille. Hein. Je ne suis pas une femme architecte, je suis architecte. Et ce qui nous intrigue, collectif Mémo, c'est ce titre. C'est vrai que beaucoup de femmes n'ont pas envie d'être définies comme une femme architecte et ont envie d'être définies comme architecte avant tout. On comprend tout à fait, mais nous, collectif Mémo, on assume d'être des femmes architectes. On assume parce que l'histoire et la situation des femmes architectes est quand même assez différente des hommes architectes. C'est encore ce qu'on va voir. Donc, tant que la situation ne sera pas égale ou même équitable, en tout cas, nous, on assume de se définir comme femme architecte. Ce qui est assez amusant quand même dans ce livre, c'est que c'est la traduction d'un livre anglais qui n'a rien à voir. Le titre n'a rien à voir. C'est Breaking Ground Architecture by Women. Donc on était un petit peu énervés, les mémo women, là. On a écrit à l'autrice en disant, quand même, c'est quoi ce nom de femme architecte, etc. Et elle nous a répondu très gentiment en disant qu'elle n'avait pas du tout choisi ce titre, qu'effectivement, elle-même, ce titre français, lui avait posé question. Et voilà, donc c'est quand même important, même si ce livre est intéressant, le titre pour nous est bon, au moins il a le mérite de faire débat. Alors maintenant je vais vous parler de la situation, juste vous rappeler un peu le cadre légal. Donc bon, Mémo s'inscrit en fait dans un cadre légal, c'est pas des féministes énervées qui ont décidé de bousculer un peu les choses. Il y a des lois européennes, des lois françaises, c'est une grande légalité professionnelle, c'est une grande cause, comme vous l'aurez remarqué, du quinquennat précédent et celui-là. Je dis un peu de manière ironique, mais enfin c'est affiché quand même. Et puis il y a la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. C'est des lois où en fait tout est écrit. Finalement, si on respectait la loi, tout irait bien. Et on va bien voir malheureusement que malgré ce cadre légal, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a une petite chose aussi intéressante qui concerne peu d'architectes, peu d'agences, mais en fait, il y a aussi les obligations des entreprises en termes d'égalité professionnelle qui sont aussi un cadre légal. Bon, voilà, c'était juste pour... Alors, l'histoire de la féminisation, d'abord dans les écoles d'archi, très rapidement, la féminisation, la parité, ça a 20 ans maintenant. C'est en 2003 qu'il y a eu autant d'étudiants que d'étudiantes dans les écoles d'archi. 2003, ça fait 20 ans tout juste. Donc, ça fait une génération d'architectes. Donc, ça veut dire que mathématiquement, puisque souvent on nous dit, mais ce n'est pas un sujet, il y a beaucoup d'étudiants dans les écoles d'architecture, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ne vous agacez pas. Et on va bien voir que si tout était si simple, si tout était si mathématique, donc une génération d'architectes, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on aurait
on va voir dans différents domaines une égalité absolument mathématique. Juste pour votre école, l'école de Nantes, là c'est le tableau qui montre le pourcentage. Donc à Nantes, vous êtes, enfin en 2018, ça a peut-être augmenté depuis, 57% d'étudiantes en architecture. Ce qui est assez intéressant quand même, au-delà du nombre des étudiantes en architecture, c'est de voir en face. Et pourquoi on regarde en face? Pour deux raisons. C'est-à-dire on regarde en face, on regarde les enseignants et la manière, la composition du corps professoral. C'est important à deux titres. C'est important à titre d'égalité professionnelle, de voir si voilà, ces femmes qui ont été diplômées il y a 20 ans, donc qui pourraient être enseignantes, sont à peu près à chiffre égal dans les écoles d'architecture. Mais c'est aussi important en termes de rôle modèle. On milite beaucoup pour qu'il y ait aussi beaucoup de femmes, autant de femmes que d'hommes dans les écoles d'architecture, parce que justement, pour toutes ces étudiantes en architecture, il est important d'avoir croisé, au moins dans son cadre universitaire, des écoles d'archi, des quelques figures à laquelle on peut s'identifier, avoir envie de ressembler. Donc on voit que dans les écoles d'architecture, voilà, l'égalité est loin d'être acquise. Puisqu'on a 23%, 2021, 23% de professeurs femmes et 31% de maîtresses de conférences. On m'amuse beaucoup à dire maîtresse d'œuvre et maîtresse de conférences. Et on voit déjà que dans l'école d'archi aussi, dans les écoles, il y a des disparités entre les différents enseignements et les différents champs. Et celui qui est quand même, on sait bien, l'enseignement un peu phare dans les écoles d'architecture, l'enseignement du projet, TPCAE, c'est un des moins féminisés, puisqu'on est à 27%. Et là encore, les chiffres ne s'améliorent pas d'année en année. Hein. Les petites flèches vous montrent par rapport au concours l'année précédente, si ça augmentait ou ça descendait. Donc là, il y a quand même un enjeu qui est aussi vraiment important. Au sein de la profession, alors, le petit graphique en rouge, c'est l'ordre des archives. Donc on est 30 000, hein, vous savez, peut-être pas, mais 30 000 inscrits à l'ordre des architectes. Et puis, on a une autre courbe dont on parle peu à l'école, enfin, à l'ordre des architectes, mais qui est quand même, je pense, intéressante, qui est celle des diplômés d'architecture qui ne sont pas inscrits à l'ordre. Et on voit là cette courbe qui a été faite par Elise Macaire du laboratoire du LET, que cette courbe de diplômés d'architecture qui ne s'inscrit pas à l'ordre continue à augmenter. Et on voit qu'il y a des différences de proportion hommes-femmes dans ces deux courbes. C'est pour ça qu'elle est particulièrement intéressante. Au sein de l'ordre, on a 30% de femmes qui sont inscrites. Au sein de ce différentiel-là, des personnes non inscrites, on a 45% de femmes diplômées d'architecture. Pour les moins de 35 ans, alors, les choses, c'est pour ça, les jeunes très très positifs, très disent, hein, mais les jeunes sont féminins. Il y a une égalité presque parfaite, 49% de jeunes inscrits. Alors c'est vrai, c'est très bien, mais en fait, les jeunes inscrits, finalement, c'est quand même une minorité. Il faut savoir que l'âge moyen, c'est là où nous sommes très jeunes, l'âge moyen des architectes, c'est mon âge, 53 ans. Donc finalement, des moins de 35 ans, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, et on va voir que si on veut que ces personnes-là restent aussi inscrites à l'ordre, ben, il y a du travail à mener. Voilà, ça c'est le pourcentage, les différents pourcentages. Archigraphie, les sources sont là. Et puis, maintenant, très rapidement, au-delà des chiffres, on va parler des revenus. Alors d'abord, ça c'est un extrait aussi d'archigraphie. C'est le sentiment de rémunération sur les inégalités. C'est un peu difficile d'avoir les chiffres exacts. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais bon. Ce qui est assez intéressant, là, c'est de l'archigraphie, pas le dernier, mais celui d'avant, qui avait fait une enquête, un peu un focus sur les femmes architectes. Et donc là, 68% des femmes architectes ont le sentiment qu'à responsabilité égale, elles sont moins rémunérées que leurs confrères. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on pose la même question aux hommes et qu'ils sont seulement 30% à penser que les femmes sont moins rémunérées. Donc il faut faire attention. Moi, je trouve que ces deux phrases-là sont très intéressantes parce que souvent les hommes ne voient pas forcément les discriminations. Donc bon, il faut aussi faire attention à ça, au regard un peu biaisé que chacun peut avoir.
là, ce n'est pas un sentiment, mais c'est des chiffres, et c'est là-dessus qu'il va falloir faire un grand travail. C'est que la différence de revenus entre hommes et femmes architectes est de 39%. 39%. Okay, et que plus on avance en âge, et plus l'écart est grand. La génération, la mienne, 45-54 ans, c'est 66% d'écart de revenus. Donc 66%, ça veut bien dire qu'il y a aussi un moment, il va falloir prendre en compte le décrochage et travailler là-dessus. Les moins de 35 ans, rassurez-vous, c'est seulement moins 25%. Voilà, super. Là, et ce qui est assez aussi quand même, on pourrait dire, ça va aller de mieux en mieux, mais l'écart de revenus en 2020 était pour les moins de 35 ans seulement 20%, donc il est passé de 20 à 25, et pour les 54 ans, il est passé de 41 à 66. Donc certes, il y a eu Covid, qui je pense a défavorisé les personnes qui étaient déjà en difficulté, mais voilà. Bon, cette là, je vais passer rapidement. C'est pour montrer un peu, en fait, quelles que soient les générations, quelle que soit la génération à la sortie, bon, c'est un peu long à expliquer. En général, je fais des confs de 2 heures, donc j'ai eu l'idée, mais on pourra en reparler pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on voit encore que le chiffre d'affaires est bien inférieur aux hommes et aux femmes. La proportion de. Alors, j'ai un truc qui est. L'écran qui est tout petit, je ne connais quand même pas tous les chiffres par cœur, je ne suis pas psychopathe à ce point-là. Donc voilà, la proportion d'hommes qui ont des chiffres d'affaires qui vont au-delà de 100 000, c'est de 34%, alors que les femmes sont de 14%. On voit que plus le chiffre d'affaires monte et moins il y a de femmes à la tête de ces agences-là. Les écarts, alors ça c'était des revenus dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'était pas du salaire. Hein. L'écart de salaire, encore une super bonne nouvelle, ce n'est que de 17%. Il y a une chose où j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu, avec Stéphanie, on le racontera 2 secondes, et on fait une étude dans le cadre du LET. Ça, c'est le taux des auto-entrepreneuses et des auto-entrepreneurs. Et là aussi, on voit que le taux des entrepreneuses est largement supérieur au chiffre des auto-entrepreneurs, puisqu'on a 32% là, en 2020 d'auto-entrepreneuses et 19% d'auto-entrepreneurs. Là, un peu l'hypothèse, c'est est-ce que c'est toutes ces jeunes inscrites, par exemple à l'ordre, ne seraient pas en majorité aussi des auto-entrepreneuses? Voilà. Le taux de chômage est aussi un peu plus élevé chez les femmes. Voilà, et les incidences, évidemment, sur la parentalité, ça c'est aussi l'extrait d'archigraphie il y a 3 ans, où autant la parentalité n'a quasiment aucune incidence chez les hommes architectes, autant elle en a une, autant dans la réduction du temps de travail que de la rémunération chez les femmes architectes. Donc, tout ce que je vous raconte n'est pas propre aux femmes architectes, c'est un peu malheureusement le cas dans beaucoup de professions. Bon, il y a quand même de belles nouvelles sur la féminisation. C'est que la féminisation de l'architecture a participé un peu à la diversification des métiers de l'architecture, puisque là, par contre, dans les métiers de maîtrise d'ouvrage, de conseil, de sensibilisation à la médiation, on a une proportion de femmes un peu plus élevée. Très rapidement, ça c'est un peu la série Wow Effect. C'est une série de slides, vous allez comprendre rapidement le principe. Le premier, c'est le top 100 des agences en France. Voilà, elles sont toutes là. Le top 100 en termes de chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le contrat pour l'égalité. Il y a une obligation, toutes les agences toutes les entreprises de plus de 50 personnes sont dans l'obligation de fournir un contrat pour l'égalité. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que 4 de ces agences mettent en avant leur contrat pour l'égalité. Les 3 premières colonnes sont des agences qui ont plus de 50. Donc les 3 premières colonnes, a priori, ont rempli ce contrat pour l'égalité. Donc seulement 4 le mettent en avant. Ce qui est intéressant là-dedans,
c'est que ces 4 agences-là ont pensé, et c'est un peu le but aussi de ces contrats ou des trophées qu'on pourrait décerner aux agences, elles ont pensé qu'en termes de communication, c'était intéressant de mettre qu'elles avaient quelques vertus en termes d'égalité. Sur ces 100 agences, 14 ont été fondées en partie par des femmes et 11 sur 14 par des duos. Une seule a été fondée par une femme, Renée Dumas, qui n'est plus de ce monde et qui fait une archi d'intérieur. Voilà. Et là, sur l'ensemble des associés, seulement 21% sont des femmes associées, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des femmes architectes. Voilà. Aucune de ces agences ont plus de 75% de femmes associées. Alors là, on a parlé un petit peu des femmes dans les agences d'architecture. Ce qui est assez intéressant, c'est un graphique qui nous a été donné par le ministère de la Culture, c'est qu'au-delà de la féminisation au sein des agences, c'est un peu d'évaluer et d'estimer l'environnement professionnel dans lequel se situent les femmes architectes. Et là, c'est tous les grands donneurs d'ordre dans lesquels hommes comme femmes architectes ont affaire. Et on voit aussi que la plupart de ces grands donneurs d'ordre ou de l'environnement, ça peut être aussi, là, dans ce graphique, il y a l'ordre des architectes, il y a aussi les entreprises du BTP, et vraiment là, une très très large majorité masculine. Ce qui peut poser aussi question sur l'accès à la commande, la question des réseaux, etc. Là aussi, petit wow effect rapide. Je suis dans les. Je ne sais pas qui est le maître du temps, mais j'ai presque fini. La consécration. C'est vraiment plus on avance avec Stéphanie et Lelette sur des études qu'on est en train de mener pour objectiver encore de mieux en mieux. Là, je vais vous donner quelques hypothèses. C'est dire quelle est la figure de l'architecte et quels est un peu les steps qui vont mener à l'architecte le plus reconnu. Donc, par exemple, un des sujets de consécration, c'est la présence, par exemple, dans la presse. Donc là, on a fait un petit exercice. On a pris quelques journaux et on a regardé depuis 2020-2021 quels étaient les portraits, quelle la visibilité donnée ces journaux aux femmes architectes. Donc là, c'est l'ensemble des portraits des hommes et femmes architectes, donc depuis 2021-2022. Là, ce sont les portraits où il y a une femme qui apparaît. Donc là, on passe sur les 40 portraits à 15 portraits. Et là, des portraits qui sont dédiés qu'à des femmes, ou à une équipe de femmes. Pourquoi je fais la différence entre des duos ou des équipes que de femmes? Je n'ai absolument rien contre la mixité, c'est qu'on voit que c'est encore plus difficile quand on est une femme ou quand on est une équipe de femmes d'accéder à la visibilité ou à la commande. Bon, alors, petite bonne nouvelle, puisqu'on fait l'exercice régulièrement, donc là on est à 5%, et puis l'année d'avant on était à 10%, et avant on était à 5%. Il y a quand même du mieux. Même exercice, parce qu'on se dit, ouais, ça doit être la MC qui est vraiment dégueulasse et tout ça, donc on va aller voir d'autres journaux. Là, même exercice, vous avez compris le principe. Donc de 32 portraits, on est à, là c'est la rubrique parcours. 13 sur 32 et voilà, 2 portraits mandat. Le pavillon de l'Arsenal, qui est quand même un lieu de visibilité, de consécration aussi. Donc là, à chaque fois, on choisit des rubriques qui mettent vraiment en lumière l'architecte, la figure de l'architecte et son bâtiment. Enfin, voilà. Parce qu'à pavillon de l'Arsenal, il y a quand même pas mal de femmes qui sont en conférence, mais là, c'est vraiment un peu les conférences phares. Voilà, des femmes qui apparaissent dans les équipes. Et puis, les conférences, voilà, il y avait seulement une conférence, il y avait une femme qui présentait son bâtiment. Bon, vous avez compris le principe, Chaillot, voilà. Donc, tous ces lieux-là, alors j'aime bien faire ça quand il faudrait faire ça à Nantes, hein, sur les lieux de diffusion de la culture architecturale. Les prix, évidemment, c'est un beau sujet. Fisker Price. Voilà, le principe. Alors, Fisker Price, vous allez me dire, bon, c'est des vieux, c'est normal. Bon, on va voir que c'est pas si simple.
le Grand Prix national de l'architecture. Voilà, 2 femmes en duo, aucune toute seule. Les guerres d'argent, c'est un petit peu mieux, vous allez voir. En rouge, mais des femmes toutes seules, c'est encore un peu galère. Voilà. Alors, vous allez me dire, tous ces prix, c'est des vieux, c'est des gens pour ça, enfin voilà. Donc, on va regarder au niveau des AJAP. Les AJAP, vous connaissez tous et toutes les AJAP. Voilà, donc jusqu'à l'an dernier, bon déjà, c'était quand même pas extraordinaire le taux de féminisation de ces AJAP. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler des dernières AJAP. Là-dessus, 2020, voilà, une femme toute seule dans les AJAP. Et là, c'est vraiment, vraiment un problème. Ce n'est pas si mathématique que ça, parce que les AJAP, c'est ce qui crée les carrières de demain. Donc, si là, il n'y a pas de jeunes femmes dans les AJAP, on se pose vraiment la question de leur avenir professionnel. C'est un prix, on est allé voir, on a râlé, on est allé voir le jury, enfin, on est allé voir le ministère de la Culture, en disant ouais, c'est dégueulasse, il n'y avait que des mecs dans le jury. Non, il y avait une majorité de femmes au jury. On a dit ouais, il n'y avait pas de femmes, bon, il y avait quand même 30% de candidats. Donc, Maison d'architecture à Île-de-France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a fait un prix des meilleurs diplômes. Voilà. Et là, c'est remporté bizarrement, alors l'année il y a 2 ans, mais par 78% de femmes. Donc voilà, elles ne sont pas complètement nulles quand même, les femmes architectes. Donc maintenant, on insiste, quand on remet les prix à Maison d'architecture, on dit bon, on vous attend dans 5 ans, les filles, allez-y, allez-y. Voilà, il y a une petite. Ça, c'est un graphique que j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire justement en France, qui a été fait par Women Architecture, qui montre bien la pyramide de la consécration et le peu de présence. Plus on monte dans la pyramide de la consécration d'une carrière d'architecte. Voilà. Bon, si on devait résumer un peu tout ce que je viens de vous raconter, les difficultés, et c'est là-dessus qu'on va après introduire sur mes mots. Le manque de rôle modèle, on l'a vu dans la presse, dans les écoles d'archi, ce manque de rôle modèle fait qu'on a peut-être que les femmes ont du mal du coup à s'identifier à la figure de l'entrepreneur, du bâtisseur. Et seulement en fait dans les inscriptions à l'ordre, c'est 30%, mais seulement on estime à 10% de femmes architectes à la tête de leur agence. L'environnement masculin qui crée des difficultés d'accès au réseau professionnel, donc difficulté d'avoir accès à la commande, difficulté d'exercice pour pouvoir être vu et se faire entendre. Et puis, Harry, là, j'en ai pas parlé, mais on sait tous aussi et toutes que le rythme de travail, la culture de la charrette dans notre profession est aussi un grand frein à l'évolution des carrières. On voit beaucoup de décrochages à la quarantaine, arrivée du 2e enfant, on n'en peut plus. Et des difficultés de concilier la vie personnelle et la vie familiale, ce qui amène des décrochages. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on travaille tous ensemble là-dessus, bon, les hommes, ils pourraient aussi avoir une vie plus tranquille et s'occuper de leurs enfants pleinement. Donc, on a tous et toutes intérêt à travailler sur le sujet. Voilà, plafond béton. C'est Brigitte Métra qui avait dit ça une fois, j'avais trouvé ça drôle. Voilà. En architecture, on ne parle pas de plafond vert, mais de plafond béton. Donc, voilà, j'ai presque fini. Pour agir, qu'est-ce qu'il existe? Pas grand-chose, malheureusement. C'est pour ça que c'est important qu'à l'ordre, on y aille, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à part ça. Il y a le Women Architecture, bon, c'est un peu loin, c'est aux États-Unis. Vous allez un peu raconter l'histoire de Denise Scott Brown qui a fondé. Il y a l'Union internationale des femmes en architecte, l'Union internationale des femmes architectes, mais on pense qu'il est un peu plus là, parce que Solange Herbès de la Tour, on l'a rencontrée il y a des années, elle était déjà très très âgée, on n'a plus de nouvelles d'elle. Il y a un réseau italien qui s'appelle Momoro, qui est plutôt un réseau de recherche. Et puis en France, il y a l'ARVA qui a fait le prix des femmes architectes depuis plus de 5 ans. J'ai mis 5 ans, il faut que je mette à jour. Et puis quelques associations aussi qui travaillent. Alors, s'il y en a à Nantes, je serais ravie de les intégrer à ça. Je ne connais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc, il y a le territoire, c'est toujours des territoriels dans le Nord, elles sont dans le Nord, architectuel qui était plutôt à Grenoble, dont on n'a plus trop de nouvelles non plus.
Le cercle de Zara, qui sont des Lyonnaises, mais c'est plutôt un réseau professionnel. Et puis nous, Mémo, à Paris. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour finir au niveau de l'ordre? C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas simple. Je suis arrivée à l'ordre il y a 2 ans, pleine d'une énergie de dingue. Et puis on voit que c'est pas toujours non plus évident de faire voilà, des choses. Voilà. C'est vrai que Mémo, on a un peu plus de liberté. On a quand même monté là, avec Stéphanie et Lolette une étude. On mise beaucoup sur cette étude qui fait partie de l'Observatoire des métiers de l'architecture, au ministère de la Culture, qui va nous permettre d'objectiver vraiment finement toutes ces évolutions de carrière et de parcours. Là, ce que je vous ai donné, c'est les chiffres. Je vous ai tout donné, j'ai rien de plus en fait. Mais il faut qu'on ait une vision beaucoup plus claire, au-delà aussi de l'ordre, justement, de savoir ces 30 000 autres personnes, et ces femmes dans ces 30 000 autres personnes. Voilà, il y a un groupe de travail, le CNOA a fait les trophées d'égalité, puis les différentes croix, les délégations, etc. Voilà. Ça, c'est la petite boîte à outils, juste. Voilà, c'est téléchargeable. S'il y a ici des gens qui sont à la tête d'agence, qui ont quelques salariés, qui voudraient travailler sur la question de l'égalité professionnelle, cette boîte à outils est assez intéressante. Voilà, je commence juste et après je vous laisse la parole sur Mémo. Donc Mémo, mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. C'est un peu sur... on a fondé l'association il y a 7 ans maintenant. Nous étions quelques architectes copines. On avait tout travaillé dans des grandes agences, on s'était tout installé, et puis on se trouvait toutes nulles en disant mais pourquoi c'est si compliqué alors qu'on gérait des gros projets avant. Et voilà, pourquoi on est si nuls. Alors on va discuter ensemble et puis on va essayer de comprendre. Et en fait, bon, alors c'est un peu rassuré parce qu'on s'est un peu rendu compte qu'on n'était peut-être pas si nuls que ça, mais qu'il y avait un système autour de nous qui ne nous facilitait pas la tâche. Mais c'était une intuition. Et en fait, notre premier travail, ça a été justement d'objectiver, d'aller chercher tous les chiffres que je vous ai montrés pour comprendre dans quel système et dans quel univers on évoluait, pour comprendre quels étaient tous les biais qui nous rendaient un peu fragiles. Fragile, j'aime pas trop dire ça, mais quand même l'avouer que c'est pas si simple. Donc, on voulait adhérer à une association. On s'est dit, ouais, ben voilà, on va adhérer. Et on regardait partout et on n'a pas trouvé d'association. Donc, on l'a créée. C'est comme ça qu'est né Mémo, avec voilà, plein de beaux objectifs. Je ne veux pas aller dans les détails, vous avez les flyers au fond. Il y en a certains sur lesquels on arrive à travailler. Un des premiers objectifs, c'était interpeller la profession. Ça en est arrivé. Voilà, faire la maline, faire toc toc toc, faire les malines, faire toc 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 au ministère de la Culture, à l'ordre des architectes, pour justement dire il y a un problème en fait. Il n'y a pas de raison que notre profession, même si on est super cool, même si les architectes sont vraiment des gens extraordinaires, il y a quand même voilà, des problèmes. Et c'était pas évident en fait, ne serait-ce que de dire ça et de le faire reconnaître. Donc, quand on est arrivé, c'est vrai que ça a été une des premières choses. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi fait des conférences au pavillon L'Arsenal, à la Cité de l'Architecture. Bon, ils étaient contents de nous trouver le 8 mars. Ils avaient une feuille de route et ils n'avaient rien rempli. Donc, les 8 mars, on a toujours... voilà, si vous voulez nous réinviter, c'est pas un 8 mars, on est toujours super pris. Mais sinon, les autres jours, on est assez disponible. Voilà, des jeux beaux. On va dans les écoles d'archi. Donc ça, c'est toi, Stéphanie, qui était allée à Nantes justement il y a quelques années, ça remonte, pour sensibiliser les étudiants non seulement à la question professionnelle, mais aussi là, toi, c'était un atelier qui était plutôt sur les questions de genre et d'urbanisme, d'architecture, pardon. Ouais. Voilà, Nantes. Et moi, j'interviens aussi dans les formations HMO dans 3 écoles parisiennes, justement. Enfin, le PowerPoint que je vous ai montré, c'est un peu un extrait de ça et c'est très intéressant. Il y a une discussion très riche. Et les étudiants et étudiantes vous disent, mais pourquoi il faut attendre la HMO pour en parler? Voilà, à Strasbourg, là, on avait profité pour rebaptiser des noms de rues. C'est pas mal qu'il y ait de plus en plus de noms de rues. On est content que là, à Paris, il va y avoir une place des Gérard.
Voilà, on travaille on s'est associé avec des chercheuses, dont Stéphanie et Lise Maquin, dont j'ai parlé. Bon, on a fait un colloque, alors c'est pas nous, c'est l'ensemble qui a fait un colloque sur la dynamique de genre dans les métiers d'urbanisme. Et je vais vous laisser la parole, les filles. Donc, juste pour dire que voilà, Mémo est une association qui regroupe une trentaine d'architectes. On était très très contente parce que le Covid a été quand même très dur pour beaucoup d'associations. Et puis on a eu des jeunes architectes, diplômés d'architecture, pardon, qui nous ont dit on aimerait bien vous rejoindre et vous allez nous raconter ça. Ça, en parlant de ce sondage qui avait été fait en association avec l'UDA, dans les écoles d'architecture, pour voir un peu les peu qu'on connaissait d'architectes féminines, les références qu'on avait. Et on en a très peu en sortant de l'école. Tout ce qui nous a fait rejoindre l'association Mémo, c'était vraiment de pouvoir découvrir ces femmes qu'on n'avait pas eu beaucoup l'occasion de découvrir dans les études. Et du coup, donc, ça, c'était une des actions qu'on avait menées. On a aussi développé donc, un podcast dont 4 épisodes sont disponibles actuellement sur Spotify. Donc, le premier épisode, c'est le modèle des femmes architectes. Ensuite, on a voix contre voix, mur en parpaing et plafond vert. Et le dernier épisode, c'est le corps et l'espace. Donc, ils sont à écouter sur Spotify. Alors, chaque année, on fait aussi des actions pour mettre en valeur les femmes architectes, notamment les femmes architectes dans l'histoire, parce que les femmes architectes sont présentes en fait depuis longtemps. On ne les connaît pas forcément, mais elles sont bien là. Et donc, chaque année, on participe aux journées du patrimoine, qui ont donc lieu pendant les journées du patrimoine, qui sont organisées par l'association HF. Et on participe chaque année, on présente une femme architecte et son bâtiment. Donc, voilà quelques photos exemples. Parce qu'il y a Internet, c'est un grand public. Oui, c'est des actions, ce sont des actions qui touchent le grand public et pas seulement les architectes. Voilà, Marion Tourneau-Henry, Marguerite Moineau, c'était cette année, donc il y a quelques semaines, ouais. On fait aussi des actions pendant les JNA, donc la plupart du temps sous forme de parcours architectural. Où on présente voilà, des bâtiments construits par des femmes architectes. Voilà, et bien sûr, on participe au débat. Donc, quand on nous invite, on est ravis de venir et voilà, de participer au débat sur les femmes dans l'architecture. Donc, on a des bureaux à Paris, dans la superbe cité audacieuse, qui est un lieu de partage et de rayonnement du droit des femmes, dans lequel qui héberge plusieurs associations féministes. Et On va passer la parole. Juste, oui, parce qu'après on reviendra sur l'exposé, on raconterait cette expo-là. Juste pour la cité audacieuse, donc c'est un tiers-lieu féministe. Et c'est un lieu qui accueille donc, au 9 rue de Vaugirard. Si vous êtes à Paris, vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une ancienne école primaire de garçons, c'était drôle. Et voilà, il y a une vingtaine d'associations. Nous avons nos bureaux et nous organisons de temps en temps des soirées et des débats là-bas. Donc vous êtes vraiment les bienvenus et c'est très important. Enfin, la chose à mettre en avant sur ce tiers-lieu, c'est que de travailler à côté de nous, il y a le collectif 50-50, il y a Règles élémentaires, il y a des personnels laboratoires de l'égalité dont je vous ai montré l'image. Il y a la poudre, la suite de la poudre, c'est grâce à ça qu'on peut faire des podcasts. Ce qui est très important pour nous, la communauté féministe de Paris, c'est d'avoir un lieu qui est dédié où on peut échanger les bonnes pratiques, on peut s'entraider. Parce qu'architecte, on est en fait quand même net par rapport à plein de choses. Donc voilà, ça nous permet aussi de créer des liens et d'activer des choses. Stéphanie, je vais te laisser parler avec. D'accord. Okay. Allez, je mets un petit minuteur pour essayer de regarder le temps. En fait, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites par mes collègues, mais je vais apporter un point de vue complémentaire. Donc moi, j'ai vraiment
Je fais aussi partie de l'association Mémo. Mais là, je vais plutôt parler avec ma casquette d'historienne et de chercheuse et d'apporter un peu quelques précisions sur la manière dont la question des inégalités femmes-hommes, on s'en est saisi dans le domaine de la recherche et aussi du côté de l'enseignement. Alors en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que du côté de la recherche, en fait, c'est d'abord les sociologues qui se sont occupés de ces questions-là, voilà, des inégalités dans les métiers de l'architecture entre les femmes et les hommes. Ils ont commencé à s'y intéresser dans les années 1990, fin des années 1990, donc vous voyez, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis, donc, ce sont des gens comme Olivier Chadouin, Nathalie Lapère, Nicolas Nogue, Thérèse Desmettes, qui ont commencé à regarder en fait ce qu'on appelle en France, en France, on parle beaucoup de féminisation, du processus de féminisation. À l'étranger, on parle beaucoup de gender, de genre, etc. Mais en France, le terme de féminisation reste très présent. Et donc, ce qu'ils ont montré assez vite, c'est que voilà, ce qu'on appelle le processus de féminisation, c'est-à-dire le moment où effectivement la présence des femmes dans la profession est devenue un peu plus massive, ça date de l'après 1968, voire des années 1970, voire du début des années 1980, c'est-à-dire pratiquement 3 décennies après d'autres professions libérales, comme les professions d'avocats, d'avocates, de médecins. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que j'y reviendrai, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des femmes dans les écoles et dans la profession, mais quand même, le moment où voilà, elles ont passé par exemple la barre des 10% dans les écoles, c'est la fin des années 1960. Donc, c'est un processus maintenant dont on connaît quand même quelques jalons. Et ça, c'est intéressant. Ce que ces sociologues aussi ont assez vite mis en lumière et dont aujourd'hui on essaie de décrypter un peu plus les mécanismes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie une division sexuée du travail, c'est-à-dire que les femmes et les hommes n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques en architecture. Et donc il y a une espèce de répartition. Voilà. Et donc assez vite, ils ont pointé aussi, en tout cas formulé l'hypothèse que les femmes ont participé activement à ce processus de diversification des métiers de l'architecture, dont Anne a déjà dit un mot, qui est en fait l'idée selon laquelle l'architecte ne fait pas que de la maîtrise d'œuvre, mais intervient en fait à un domaine d'exercice plus étendu, et peut intervenir à la fois dans la maîtrise d'ouvrage, dans le paysage, dans l'urbanisme, enfin dans tout un tas d'activités qui sont liées à l'architecture, mais qui ne requièrent pas forcément d'inscription à l'ordre. Donc voilà, il y a eu toutes ces recherches fondatrices vraiment intéressantes. Et puis ensuite, il faut dire une chose, c'est que les recherches ont peu avancé, faute de financement notamment. Quelqu'un comme Nathalie Lapère avait vraiment, notamment travaillé, il y a son ouvrage qui a été publié en 2006, mais elle avait comparé les processus de féminisation dans différentes professions libérales dans l'architecture, puis ensuite elle s'est arrêtée parce que voilà, pas de financement. Donc ça, je dis aussi ce petit mot-là, parce que c'est vrai que si aujourd'hui aussi on dispose encore peu d'informations, c'est parce que, en fait, pendant longtemps, la recherche n'a pas été si financée que ça. Alors, effectivement, heureusement, il y a un renouveau un peu depuis quelques années. Il y a le colloque dont Anne a montré une affiche tout à l'heure, donc qui s'est tenu en 2021, et qui est vraiment, je pense, quelque chose qui restera dans l'histoire du domaine de l'architecture et de la recherche. Un colloque international, on était plusieurs à le co-organiser. Il y avait Anne, il y avait moi, il y avait Isabelle Grudet, il y avait Stéphanie Nadour et Elise Macaire. Donc pour essayer de dresser un peu un état des recherches. Et puis actuellement, effectivement, depuis quelques mois, bientôt depuis une année, il y a une recherche partenariale qui s'est engagée pour, en fait, justement, mieux connaître les activités des femmes en architecture. Parce que on a beau avoir eu ces travaux pionniers, on a beau avoir avancé, en fait, on ne sait toujours pas très bien comment les femmes exercent l'architecture. Anne montrait tout à l'heure ce diagramme avec la différence entre la population totale des diplômés en architecture et puis la courbe des inscrites et des inscrits à l'ordre. Et on voit que voilà, tout ce différentiel
de professionnels qui travaillent dans le domaine de l'architecture, on ne les connaît pas bien. Et d'ailleurs, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, c'est-à-dire ça concerne tout le monde, hein. Quand on dit que les femmes représenteraient 45% des non inscrites à l'ordre, ça veut dire qu'il y en a 55% qui sont des hommes. Donc c'est un enjeu, je dirais, d'une manière générale pour la profession. Et l'autre chose importante aussi qu'on aborde dans cette étude, donc qui est effectivement portée par le laboratoire Espace Travail de l'école de Paris-La Villette et dirigée par Élise Macaire, c'est qu'on aborde la question des violences sexuelles et sexistes. Et ça, je dois dire que ça a fait partie dès le début des sujets de l'étude, mais plus on avance et plus on s'aperçoit que c'est une question majeure. Donc, c'est pas un scoop, parce que des violences sexistes et sexuelles, il y en a dans tous les milieux professionnels, donc il n'y a pas de raison que l'architecture y échappe. On a, dans cette étude, il y a plusieurs partenaires, dont l'UNSFA, qui a mené une enquête par questionnaire tout à fait intéressante en proposant aux personnes de répondre à un certain nombre de questions. On a recueilli des témoignages. Je dois dire que même nous qui sommes sensibilisés, on est surprise de l'étendue du phénomène. Et je pense que dans les années à venir, ce sera encore une fois un sujet tout à fait important. Et donc, voilà, dans cette étude, ce qu'on essaie de voir, c'est comment à différents moments de la carrière, à la fois au moment des études, dans les différentes pratiques, et en lien avec cette question des violences sexistes et sexuelles, comment se construisent les inégalités et pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi Anne montre toutes ces slides sur les écarts de revenus, sur les différences de statut, pourquoi on en est là. Voilà, et donc pourquoi c'est important de mener tout ce travail-là? C'est important pour visibiliser, pour donner de la visibilité à des actrices et à des acteurs de l'architecture aussi dont on parle peu. Alors, s'il paraît important aujourd'hui de mieux connaître donc, les pratiques, les modalités d'exercice des femmes en architecture, il semble aussi important d'avoir connaissance de leur histoire, et on va en reparler avec cette exposition. Là, je prends plutôt ma casquette d'historienne. Et là, en fait, encore une fois, on a quand même assez peu de connaissances, hein. La France n'est pas très en avance en la matière. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, dans d'autres pays anglo-saxons, même en Allemagne, il y a eu des expositions, des publications dès les années 1970-1980. En France, à ma connaissance, les premiers travaux, c'est 2000, quoi, hein. Oui, donc c'est une vingtaine d'années. Avec le travail pionnier, par exemple, de Lydie Mouchel, donc des mémoires, il y a eu des publications. Donc, on n'est pas très nombreuses à travailler sur le sujet. C'est aussi la difficulté, et se confrontent au problème d'accès aux sources, ce qui là aussi n'est pas très original quand on travaille sur l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Toutes les historiennes du genre et des femmes me rejoindraient. Pourquoi on n'arrive pas aussi à écrire cette histoire? Parce que quand on va au centre d'archives d'architecture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, il y a 4 ou 5 fonds sur les 400 fonds qui concernent des femmes. Donc, il y a aussi toute cette histoire dont on hérite et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une histoire qu'on écrit peu à peu, mais qui a ses difficultés. Bon, néanmoins, les recherches avancent, on a des éléments de connaissance. Moi, pour ma part, j'ai travaillé, donc j'ai soutenu il y a quelques mois une thèse de doctorat sur l'histoire des pionnières en architecture en France sous l'angle socio-historique, vraiment avec l'idée de comprendre la population des pionnières. Et donc, ce qui est intéressant quand même, c'est de découvrir. Donc, on savait déjà qu'il y avait des étudiantes, les premières étudiantes, en gros, toute fin du 19e siècle. Mais ce que moi, j'ai réussi à voir avec ma thèse, c'est que quand même, avant ce moment un peu de bascule là, des années 70, où on commence à parler en sociologie de féminisation parce que ça devient un peu plus massif, avant, il y a quand même eu des centaines de femmes à étudier et même à s'inscrire à l'ordre. Voilà. Et ça fait autant de noms qu'on ne connaît pas. Donc, bien sûr, rapporté à la population de l'ensemble de diplômés en architecture, de l'ensemble des architectes inscrits, ce sont des pourcentages qui sont faibles, mais c'est toute une population qu'on ne connaît pas. Et donc là, c'est vrai que tout reste à faire. J'encourage celles et ceux qui ont envie de travailler sur l'histoire des architectes femmes à nous rejoindre. Il y a beaucoup à faire. En fait, là aussi, je pense que, et Anne en a parlé, de la question des role models,
c'est intéressant à différents niveaux. C'est-à-dire que travailler sur l'histoire de ces actrices de l'architecture, ça permet notamment de révéler effectivement des dimensions de la profession qu'on ne connaît pas, mais ça permet aussi tout simplement de diversifier, de donner à voir une histoire plurielle de l'architecture. C'est vrai que dans les écoles et dans les enseignements, on parle très souvent des hommes. Et je dois dire que moi, dans mes enseignements, je travaille à diversifier le panorama, mais c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on ne travaille pas sur du vent, on travaille sur des publications. Et que tant qu'on n'a pas non plus des publications substantielles sur l'apport de ces femmes, la manière dont elles ont participé à la profession, ben c'est difficile aussi de modifier nos enseignements. Donc voilà, c'est important de travailler à ces questions-là. C'est des enjeux que plusieurs chercheuses, enseignantes portent dans différentes écoles d'architecture. À l'école d'architecture de Nantes, on est plusieurs à porter ces questions, mais dans les autres écoles aussi. C'est vrai qu'on pourrait aussi parler, mais c'est une autre question, mais s'il y a des questions dans la salle, on pourrait aborder aussi la manière dont intégrer la question du genre aussi dans les enseignements, y compris dans les enseignements de projet, bien sûr, renouvelle notre regard sur la conception de l'espace, sur la manière dont on peut lutter contre les rapports de domination et les inégalités qui existent et qu'on peut reproduire si on n'en a pas conscience. Je repasse le micro pour parler d'exposition. Donc, pour la genèse de l'exposition, c'était donc lors d'une des soirées annuelles de l'association qui a lieu donc, à la Cité Audacieuse. Et donc, lors de ces soirées, qui ont lieu en général autour de décembre, on organise des petits ateliers. Et donc, celui-là, ça faisait partie des ateliers qu'on avait préparés, avec qui avait également un calendrier de l'Avent qui représentait les chiffres exposés tout à l'heure par Anne. On avait également un jeu mémo où il fallait associer une femme et son bâtiment. Enfin, c'est plein de petits jeux comme ça, et c'est comme ça que sont nés les portraits des femmes recouvertes par ces hommes, où on avait créé sous forme de petit atelier où il fallait deviner qui était la femme cachée sous cette femme. En fait, c'est né d'échanges avec Solène sur ce sujet-là, où on découvrait des anecdotes et on se disait c'est pas possible qu'on ne connaisse pas ces femmes, qu'elles aient vécu ça, et on a voulu le mettre graphiquement en valeur. On va vous présenter peut-être quelques-uns de ces portraits rapidement avec quelques anecdotes représentatives. D'abord, peut-être petit point sur la notion d'invisibilisation. Qu'est-ce que l'invisibilisation? C'est le fait d'effacer une personne ou son travail de l'histoire de l'architecture. L'histoire, en l'occurrence ici, l'histoire de l'architecture. Et donc, voilà, avec cette expo, on voulait vraiment mettre en évidence ce processus et remettre un peu au centre voilà, le travail que ces femmes ont fourni et qu'on a souvent attribué à leurs partenaires avec lesquels elles ont travaillé. Donc, voilà, le premier portrait, c'est Denise Cole-Brown, qui est malheureusement devenue très célèbre à cause du processus d'invisibilisation qu'elle a subi. Parce que, donc, en 1969, elle rejoint l'agence de son mari, Robert Venturi. Et ensemble, en 1972, ils écrivent un livre qui s'appelle Learning from Las Vegas et qui devient une référence dans le monde de l'architecture. Sauf que Robert Venturi est le seul à en tirer la gloire, puisque, notamment pour ce travail, il reçoit en 1991 le Pritzker Prize, donc seul. Et donc, malgré la demande qu'il avait faite que sa femme soit intégrée au prix, on lui a répondu que le prix ne pouvait récompenser qu'une seule personne. Donc voilà. Et Denise Cole-Brown a écrit aussi un essai en 1974 qui s'appelle Room at the Top, Sexism and the Star System in Architecture, et où elle dénonce donc le Star System, l'architecte star et donc, tout le sexisme, la discrimination qu'elle a pu subir en tant que femme architecte. C'est elle qui a fondé le
C'est elle qui a fondé l'association Women in Architecture. Donc, deuxième portrait, c'est Charlotte Perriand. Alors maintenant, on la connaît un petit peu, Charlotte Perriand, mais ça fait pas si longtemps, apparemment. Donc, Charlotte Perriand, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en 1925, elle est diplômée de l'Union centrale des arts déco. Et quelques années plus tard, en 1927, elle se rend à l'agence Jeanne Ray et Le Corbusier, l'agence de Le Corbusier. Et elle vient présenter son travail parce qu'elle a très envie d'intégrer cette agence. Et là, Le Corbusier lui répond ici, on ne broie pas les coussins, madame, mademoiselle. Et donc, elle est renvoyée dans ses buts. Et quelques jours plus tard, elle expose un de ses travaux, qui est un mobilier qui s'appelle Le bar sous le toit. Et Le Corbusier voit ce travail. Et là, il se dit, c'est exceptionnel. Il faut absolument que je travaille avec cette femme. Et donc, on est une collaboration qui durera 10 ans, finalement. Ensuite, on va vous parler aussi de Luo Liu. Donc, elle a cofondé le cabinet Amateur Studio avec son mari Wang Shu. Et donc, lui également va gagner tout seul le Pritzker Prize en 2013. Mais contrairement à Denise Scott Brown, cette fois-ci, c'était une volonté de l'architecte qui ne voulait pas se mettre en valeur, qui ne voulait pas être au premier plan. Et donc, on peut aussi remarquer que l'invisibilisation, c'est pas forcément le fait de l'homme qui est représenté en portrait. De temps en temps, ça a été aussi issu d'un patriarcat trop fort qui a fait qu'elle s'est auto-invisibilisée, qu'elle n'a pas voulu être sur le devant de la scène en Chine. Ouais, tu peux rebondir là-dessus. Rebondir là-dessus 2 secondes parce que alors justement on a essayé un peu de travailler, de comprendre les barrières auto-limitantes et montrer aussi les processus comme ça que les femmes se mettent elles-mêmes des barrières et n'osent pas, et c'est un peu ce qui se passe pour les AJAP, on voit bien, n'osent pas répondre, ne se sentent pas assez légitimes, ne se sentent pas assez qualifiées. Donc là aussi, il y a un travail, nous, femmes, à mener, et on doit être accompagnées aussi, parce que c'est pas toujours évident. Mais là, on essaye aussi en sororité, moi, quand j'interviens dans les écoles, je dis aussi aux étudiants en architecture, faites attention à la prise de parole collective, aux enseignants aussi que nous sommes, aux enseignantes que nous sommes, à mettre en avant parfois des jeunes femmes qui n'osent pas y aller. Et voilà, donc elle est allée jusqu'au bout de de sa barrière auto-limitante. Et voilà, il faut de l'autocensure, il faut qu'on y aille, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut y aller. Donc, malgré tout, quelques conférences, mais plutôt à l'étranger en Chine. Elle choisit de ne pas être visible en Chine. Ensuite, on voulait aussi vous parler de Ray Eames. Donc, de la même façon, elle est connue pour son travail en commun avec Charles Eames. Et pourtant, elle a quand même vécu aussi l'invisibilisation, notamment à travers une émission pendant laquelle elle a été présentée comme l'assistante de son mari et reléguée en coulisses à la moitié de l'émission, malgré le fait que Charles était également de la mettre sur le devant de la scène. Mais donc là, c'était une autre époque, heureusement. En tout cas, voilà, même les couples emblématiques ont aussi subi ce genre d'invisibilisation. Voilà, dernier petit portrait qu'on voulait vous présenter, c'est Patty Hopkins qui, en 1976, fonde l'agence Hopkins avec son mari, Michael Hopkins. Et elle est très emblématique aussi de ce processus d'invisibilisation parce qu'il y a une photo très parlante en 2014, voilà, où elle est accompagnée de 5 confrères, donc de gauche à droite, Michael Hopkins, Nicholas Grimshaw, Norman Foster, Richard Rogers et Terry Farrell. Et elle a été photoshopée hors de la photo. Voilà, donc dans une série qui s'appelait donc les Britanniques qui construisent le monde moderne. Donc je pense que le message envoyé est assez clair, c'est que les femmes ne construisent pas le monde moderne. Voilà, donc malheureusement, elle a subi cette invisibilisation très récemment, 2014, c'est quand même très récent, malgré le fait que voilà, ça fait depuis des années avec son mari, que son mari
connaissent complètement sa part dans l'agence. Il a d'ailleurs dit dans une anecdote que c'était la colle et l'huile de l'agence. Et elle qui, sans elle, ça ne fonctionnerait pas. Mais voilà. Donc, j'espère que voilà, cette petite anecdote, ça va vous donner envie d'aller découvrir tous ces autres portraits. Et je ne sais pas si... C'est tout ce qu'on a. Oui, tu as les études, donc également ce qui se passe donc, chez les mots. Et d'aller voir un peu plus de plus près peut-être le podcast avec créé par Marine Vex, Myriam Belin, Manon Rebelle et Lise de Le Pont, en partenariat avec une. Voilà ce qu'on a raconté ce soir. Mais on serait ravis de poursuivre les échanges et de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, c'était passionnant. On va rester aux questions s'il y en a dans la salle. Par rapport à ce que disait Anna Roy, donc ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie-Paul Alban, je suis professeure d'histoire à l'école d'architecture. J'ai un diplôme d'architecte, mais je ne suis pas architecte parce que je ne suis pas inscrite à l'ordre. Je voudrais dire aussi, puisque ça a été évoqué, mais de la même manière que pour les achats, pour ce genre de choses, les jeunes collègues qui sont, on va dire, contractuels ou associés ont également beaucoup de difficultés à passer ce plafond de béton, comme il était dit, pour entrer avec des statuts corrects dans les écoles. Il y a quelques années, j'avais discuté avec un collègue et il se targue, il se vante, il me dit: ah ben non, mais moi, mon équipe, elle est totalement mixte, c'est moitié-moitié. Je lui dis: mais tu te moques de moi. Tous les hommes sont des titulaires et toutes les femmes sont des vacataires. Et c'est ça que tu appelles l'égalité. Donc, bref, nous avons aussi, dans le cadre de l'école, à veiller, parce que ça rentre effectivement dans cette situation aussi de rôle modèle, et de montrer que c'est aussi possible, même si pour les étudiants, le statut des enseignants, c'est pas la chose qui est la plus claire pour eux, mais ça compte quand même. C'est un témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Oui, avant de passer le micro, j'ai une question. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ces travaux que vous avez menés ont changé vos pratiques professionnelles au sein de vos agences? Oui, bien sûr. J'en ai pas du tout parlé. Là, parce que on n'avait pas trop le temps, mais évidemment, enfin, quand on a créé l'association Mémo, moi, je me suis beaucoup posé la question. Donc, c'était au moment où je montais mon agence, j'avais au préalable beaucoup travaillé sur l'espace public, sur la question de la participation. Et au même moment, la mairie de Paris lance un appel d'offres et demande un spécialiste du genre. C'était des appels d'offres pour les 7 grandes places. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est quoi un spécialiste du genre en urbanisme, etc. Je rencontre une équipe Lucie Garotte, qui était à l'époque jeune chercheuse sur les questions de genre en urbanisme. Et là, je découvre tout un univers. Je commence à lire des géographes du genre, et j'ai lu Marie-Jules, Yves Rebaud, qui est beaucoup plus visibilisé, malheureusement, parce que là, c'est un homme, mais il y a des femmes merveilleuses qui ont écrit plein de choses. Et c'est plutôt des géographes et qui mettent en lumière les différences d'appropriation des espaces publics ou des espaces architecturaux des hommes et des femmes. Et donc là, il objective. Et là, je me dis, mais effectivement, c'est hyper intéressant. Nous, architectes, urbanistes, qui travaillons sur l'espace, qui travaillons là-dessus, est-ce que moi, voilà, ce ne serait pas ma nouvelle mission en tant que femme architecte, plutôt que de me dire, est-ce que je fais des architectures roses ou courbes, tout ça, je me foutais, ce n'était pas le sujet, mais comment je vais pouvoir peut-être intégrer ce sujet-là dans ma pratique. Et effectivement, ma pratique s'est complètement personnellement transformée.
Maintenant, j'accompagne les collectivités territoriales à créer des espaces plus incluants. Je travaille avec des cours sur les cours d'école, par exemple à Bordeaux. C'est très varié. Des études d'impact à Paris, à Angers, où on a mené une recherche-action sur un quartier de renouvellement urbain, où vraiment l'idée, c'est en tant qu'architecte, comment on peut imaginer le projet architectural, le projet urbain comme un vecteur d'égalité. Donc ça va au-delà de l'espace, j'interroge l'espace, mais j'interroge aussi la méthode de projet, les acteurs du projet, la question symbolique, et tout ça effectivement, et c'est venu en fait de la création Mémo, et c'est vraiment comment moi, finalement en tant que femme architecte, je vais voilà, transformer cette pratique, c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi un petit peu auprès de mes étudiants, mais je pense que là c'est aussi notre plus-value. Alors j'adorerais que des hommes aussi travaillent sur ce sujet-là, mais bon, je trouve que c'est plutôt des femmes. On est très peu d'architectes à saisir de ça. C'est plutôt des urbanistes, plutôt des géographes, des gens issus des sciences humaines. Mais je pense qu'on a tous et toutes intérêt. Et c'est vraiment je vois quelque chose qui est de plus en plus sollicité par les collectivités qui ont, comme je le disais, un peu dans leur feuille de route, la prise en compte du genre, l'égalité et la création de l'architecture et de l'urbanisme. C'est un des prismes, une des entrées de fabriquer des territoires. Donc nous, on est des acteurs de ça. Donc on peut se saisir de ça. C'est pas si simple, c'est pas qu'une question d'espace, mais c'est très riche parce que ça permet d'interroger plein de choses. Donc je vous invite vraiment à questionner ça, à regarder ça. Et voilà, on reviendra pour une deuxième conférence l'année prochaine, au 10 mars, pour vous raconter ça. Mais oui, évidemment, ça, c'est très fort. Enfin, alors voilà, ça c'est mon cas, mais il y a parmi toi peut-être Solène, tu travailles maintenant plutôt dans une agence qui travaille sur les matériaux biosourcés. Enfin, il y a une vision aussi écoféministe. Donc voilà, il y a des choses qui effectivement aussi peut-être nous font changer nos pratiques ou nous interrogent. Mais encore une fois, pas sur la question de l'espace et des couleurs. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante, c'était il y a longtemps, hein, mais c'était une femme architecte, ça fait des jolies choses, c'est des trucs courbes, ou alors c'est du rose, c'est de couleurs. Et en fait, c'est pas le sujet, quoi. En tout cas, c'est pas le mode, je crois pas. Voilà, d'accord. Bon, moi, je suis salariée, donc c'est pas toujours facile de changer cette pratique, dépendant de la pratique de l'agent, mais en tout cas, oui, dans le choix de là où on va exercer, le choix de la structure, c'est vrai que moi, ça a changé ma vision des choses là-dessus. Je pense que maintenant, je choisis de travailler dans une structure qui est plus engagée, à la fois au niveau environnement, mais social aussi. Je vous remercie pour votre intervention très éclairante. Moi, j'ai pas du tout votre recul et votre analyse, juste des petites pop-up de choses qui me sont arrivées ces dernières années. J'ai mis assez de temps à réaliser les inquiétudes qu'il pouvait y avoir parce que je n'ai pas spécialement vécu pendant les études et au début de ma pratique salariée. Mais depuis que je me suis mise à mon compte, 3 jalons, déjà pendant ma soutenance de jury chez ONP, un jury exclusivement composé d'hommes, qui me font cette petite question. Mais pourquoi tu veux l'avoir en fait? Est-ce que ça te suffit pas ce que tu fais? À savoir à l'époque, n'étant pas inscrite à l'ordre, tu faisais des petites interventions de rénovation d'architecture intérieure. Donc, même si soi-même on n'a pas forcément, on se sent pas limité, il y a en face le regard, la perception qui est forcément plus un genre. Deuxième, c'est intervention dans le cadre des journées nationales d'architecture dans les classes, binôme d'enseignants, enseignantes et architectes. Il y avait des workshops avec des enfants. Les enfants étaient par équipe et puis faisaient des petites maquettes. On les avait invités à inventer le parvis de l'école. Et à un moment donné, on me demande d'intervenir auprès de petites filles. Elles étaient bloquées non pas pour une question de compétence, mais par une question d'autocensure. Et je vais les voir et elles tournaient en rond parce que dès qu'elles montraient quelque chose, elles disaient mais c'est nul ce qu'on fait, c'est pas assez bien, c'est pas bien. Et mon intervention, ça n'a pas du tout été de
les sensibiliser à l'architecture en soi, mais juste de faire quelque chose qui était absolument raté de manière consciente et leur dire est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et elle me regarde et au bout d'un moment, elle me dit, je dis est-ce que je te demande pas est-ce que c'est bien, je vous demande est-ce que j'ai le droit de le faire? Et elles me disent oui. Et je leur dis bah voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Et j'aimerais les voir une heure plus tard et en fait, voilà, ça avait complètement débloqué leur créativité. Mais moi, ça m'avait hyper choquée de me dire mais déjà à cet âge-là, sans aller plus loin, comprendre pourquoi, il y avait cette notion de autocensure. Et troisième sujet que président Jordan ici en est conscient parce que j'ai interpellé sur ce sujet et ça a été une des raisons qui a, enfin, je crois, qui a motivé la création de la commission auprès de donc en tant que jeune inscrite à l'ordre, j'ai en même temps eu un bébé et mon associé aussi. Et alors, grosse différence, donc moi qui est du Marais, qui a été confrontée à la question du remplacement, euh, etc. Et mon associé qui s'est arrêté officiellement à moi, mais qui était toujours présent par mail, etc. Et à notre fois, on a un moment qu'il y avait un bébé qui s'est pas du tout arrêté, quoi. Et voilà, sans juger sur les pratiques ou comment dire, les choix qui sont faits sur l'application ou pas dans l'éducation. C'est juste que de manière complètement physique, logistique, et ben, moi, j'ai senti à ce moment-là une grosse inégalité sur la possibilité de créer une agence et de maintenir en même temps une possibilité de vie de famille. Non, c'est vrai que enfin, on voit bien que l'incidence de la maternité est énorme, alors que ce soit dans n'importe quelle carrière, mais particulièrement dans les carrières d'architectes qui ont monté leur agence. Et on voit que dans les études d'architecture, il y a des stratégies. Les jeunes femmes, par exemple, passent leur HMI plus jeune pour justement anticiper aussi leur maternité. Là, sur termes statistiques, hein, les jeunes femmes aussi vont être salariées beaucoup plus tard pour pouvoir avoir des enfants pendant leur salariat. Ce qui fait qu'une des raisons, à mon avis, hein, encore hypothèse, mais qu'elles passent à côté des AJAP, parce que finalement, elles vont se mettre à leur compte après le deuxième enfant, ou voilà, à 35, 40 ans, et c'est trop tard pour les AJAP. Donc oui, oui, il y a des stratégies extrêmement, enfin, il y a des différences. Et là, hier j'étais juste à une réunion avec le ministère de la Culture organisée, intersectorielle, où avait invité plein de femmes qui travaillent sur les questions d'égalité dans tous les métiers de la culture pour un peu nous brainstormer sur les actions à mener. Et une des actions, et là c'était hyper intéressant, qui était vraiment complètement sectorielle, puisque le monde du spectacle, les artistes, etc., avaient toutes les mêmes problématiques par rapport à la maternité. Donc, on a le ministère de la Culture pour faire des crèches du ministère de la Culture où tous les architectes et tous les artistes pourraient mettre en priorité leurs enfants. Bon, mais en tout cas, on a commencé à esquisser, mais c'est vrai que c'est un réel problème, quoi. Et il y a peut-être mes mots, au départ, on se disait, on n'a pas eu les moyens de développer ça, mais comment on pourrait avoir du marrainage, un système d'entraide aussi entre femmes architectes, de reprise de clientèle pendant le moment. Enfin, je pense que aussi un des enjeux, je trouve, si on veut voir les choses positives, ce que je vous ai montré tout à l'heure n'était pas très rigolo, mais ça peut aussi nous aider qu'est-ce qu'amène la féminisation? Il y a aussi la sororité ou de la solidarité à avoir entre nous et pour moi, ça peut transformer de manière positive aussi notre profession et imaginer ensemble des dispositifs comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas juste et c'est pas juste que les hommes architectes s'arrêtent moins. Ils sont aussi des pères et puisqu'on se retrouve beaucoup entre nous dans cette profession. Je te remercie d'avoir un peu précisé le sujet, ce qui a mobilisé notre conseil sur ce sujet-là, mais en fait, la question que tu nous avais posée à l'époque a été en parallèle d'un certain nombre de sujets qu'on a à gérer au niveau ordinal, en l'occurrence des commissions qui s'appellent Notre Glamour, hein, la conciliation ou la déontologie, auquel, et là c'est le personnel de l'ordre qui nous a sensibilisés, nous tous les conseillers, à la problématique de la maternité et des convocations, parce qu'on sait que les missions ordinales, il y en a qui ne sont pas toujours extrêmement populaires, on va dire, ou mal connues d'ailleurs.
Et dans ces cas-là, quand on n'a pas la matérialité de la problématique liée à la maternité, c'est hyper dur au final pour nous de pouvoir considérer que, ben oui, effectivement, on ne peut pas la convoquer à ce moment-là parce que elle a un passage, enfin, ces sujets-là. Et à partir de ce moment-là, quand on a eu et c'est arrivé en même temps, hein, vous êtes plusieurs femmes à nous avoir alertés là-dessus. On s'est dit non, en fait, on serait complètement ridicule. On est sur des cas extrêmement concrets et il faut agir concrètement pour pouvoir avoir des aménagements sur cette thématique-là. Et ça me permet d'ailleurs, donc j'ai le micro, de rebondir vers les membres et la présidente de la commission pour savoir et pour que tu nous fasses peut-être un scoop. Là, sur les actions futures, non, mais voilà, sur les actions futures et concrètes de cette commission, parce que votre exposé est hyper clair, il y a des actions qui sont menées de sensibilisation, mais c'est évidemment pas suffisant, parce que si c'est la vie de nos consoeurs qui doivent être améliorées, il faut qu'on leur mette en main des outils les permettant de les améliorer. Voilà. Et pour l'instant, on n'en est qu'au stade de la sensibilisation. Voilà. Juste avant que le scoop, là, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour nous, à l'ordre, au départ, ça, on voulait, à l'ordre Île-de-France, on voulait développer plein d'outils. Mais donc on a invité plusieurs autres ordres professionnels. Donc, finalement, on s'est rendu compte qu'à part les avocats qui avaient vraiment des outils très, très performants, les autres professions n'étaient pas tellement au top. Et en fait, la difficulté, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour qu'on fasse cette étude très, très... alors, je suis très curieuse et j'attends avec impatience ce que vous allez faire. Donc, super suivi. Mais nous, on s'est heurté, en tout cas, ordre à la régionale, Île-de-France, par ce manque de visibilité précise, à actionner des outils qui ne soient pas stéréotypés, en fait, et qui soient vraiment des réponses concrètes. Voilà. Donc, j'espère que ma deuxième partie de mandat sera vraiment dirigée pour ça, mais j'avais besoin de 3 ans, en fait. Finalement, c'est pour bien comprendre les mécanismes et les points où on peut agir. Donc, tata, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être plus un énorme scoop. Non, on a pour l'instant un peu mis en lumière ce qui existait, qui n'était pas utilisé, comme le droit à 20 heures de formation structurée quand on a un enfant. Hommes et femmes d'ailleurs, et ça c'est très peu utilisé. Sur votre question de comment faire, il y a des contrats de collaboration, voilà, qui peuvent être mis en œuvre, mais c'est pas une vraie réponse en soi. Mais ceci dit, il y a des contrats quand même qui peuvent exister. Voilà, mais on est Philippine, c'est un peu. C'est un peu une patate chaude. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit. Et moi, j'ai vraiment. Excuse-moi, mais je suis venue avec grand plaisir et j'ai tout de suite dit oui. Parce qu'en tout cas, au niveau de l'ordre, on est très peu mobilisé sur ce sujet-là et on doit faire des alliances pour développer ça et on doit vraiment agir. Enfin, le prochain mandat, moi je suis là, allez, les copains de tous les ordres régionaux pour travailler là-dessus. Et c'est très compliqué de trouver les outils. Enfin, moi-même, ça fait quand même des années que je potasse, mais c'est compliqué et à notre niveau. Et en fait, moi je disais, niveau mémo, c'est plus souple, c'est plus simple. Voilà, et c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu plus léger, mais aussi parler de ces sujets-là, intervenir dans les écoles, pour moi, ça fait partie aussi de la prise de conscience collective. Et après, il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment identifier les outils. Donc, il faut que dans les prochaines interrégions, il y ait ce sujet-là. Hein, Catherine, tu fais preuve de beaucoup de modestie par rapport à ce sujet, parce que c'est des sujets, à part en Île-de-France, qui ne sont absolument pas traités. Notre institution s'est dépoussiérée sur un certain nombre de domaines, et c'est pour ça que cette action qui a été menée en préambule aux Journées nationales de l'architecture, dont le thème n'a visiblement pas grand-chose à voir à la base, sur la transition écologique, etc., qui est absolument formidable.
Oui, oui, alors après, on peut avoir des liens avec tout, mais il faut faire un peu. Voilà. Et nous, on a voulu mettre un accent inverse. On s'est dit, tiens, non, la première journée, on ne va pas la porter sur un thème sur lequel tout le monde est déjà assez convaincu, en tout cas dans la profession, mais dans bien d'autres, sur ce thème-là. Donc là, de référencer déjà tous les processus légaux existants, c'est déjà un vrai travail. Mais encore une fois, et ça, je parle au-delà de notre institution et vers les consoeurs, confrères et des autres professions, c'est que c'est pas que les 5 permanents du Croix Pays de la Loire et les 18 conseillers qui vont résoudre le problème. C'est à partir du moment où collectivement, on va pouvoir aussi se nourrir, je ne vais pas dire d'astuces, mais de se donner des clés et pouvoir permettre à ceux qui n'en ont pas bénéficié d'en bénéficier. Donc nous, on veut bien être tout à fait générateur d'une sorte de plateforme permettant d'avoir les témoignages. Et en réalité, c'est pas forcément des questions, c'est aussi des témoignages aujourd'hui à avoir. Et peut-être qu'il serait bien d'avoir des interventions d'autres architectes, mais également d'autres femmes qui représentent d'autres professions que je sais présentes dans la salle. Non, je voulais juste témoigner parce que j'ai fait partie d'une association pendant peut-être une dizaine d'années, nantaise, mais qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus, qui avait été montée par Marika Frenette. Ça s'appelait NET. Et le principe, c'était qu'on se retrouvait entre femmes de la profession autour du bâtiment. Donc, effectivement, on n'était pas que des architectes. Mais c'était quand même néanmoins très intéressant. Donc, comme on a peu de temps en tant que femme, n'est-ce pas? Donc, c'était l'idée d'un déjeuner débat entre midi et 2. Et Marika faisait venir une intervenante, un intervenant sur un sujet qui permettait à la fois, comme on était architecte, dans le bâtiment, il y avait même des médecins sur la question de la santé. Enfin, voilà, en tous les cas, on n'était que des femmes. Et je trouve que c'était aussi très intéressant de partager au-delà des simples architectes, parce qu'on travaille, nous, en tant qu'architectes, avec tout un tas d'autres corps de métiers. Et je pense que la problématique qui est réelle pour nous, les architectes, est vraie aussi dans plein d'autres métiers. Et donc, c'était plutôt très, très intéressant. Voilà, c'était juste un témoignage. Ouais, merci pour elle. Non, et justement, je voulais demander si vous, dans le cadre Mémo, parce que je pense aussi c'est quelque chose qui doit se partager avec les hommes pour faire avancer les choses. Et est-ce que comment vous envisagez ça? Voilà, je pose une mauvaise question. Ouais, non, si, on va répondre avec plaisir. Alors, comment on envisage ça? Vous êtes les bienvenus, les gars sont les bienvenus, ils ne sont jamais venus. Le jour où on dira que c'est en non-mixité, je pense qu'ils viendront parce qu'ils seront tellement énervés. Mais en tout cas, ils sont les bienvenus, vraiment. Nous avons beaucoup d'amis hommes. Non, mais blague mise à part, c'est vrai, en fait, la première année, franchement, à toutes les réunions, on s'est dit, oh, il faut qu'on ait des gars avec nous, il faut qu'on ait des gars avec nous. Et en fait, moi, personnellement, on était plusieurs à en avoir ras-le-bol de ce sujet-là, parce que si on devait attendre que les gars viennent, ils ne venaient jamais. Donc, voilà. À l'ordre des architectes, moi, je suis un peu énervée, mais à l'ordre des architectes, on a créé cette délégation. Aussi, pareil, l'égalité. On était quatre élus femmes très motivées sur le sujet. Et pareil, on nous a dit, ah, mais quand même, il faudrait qu'il y ait des gars, parce que vraiment, c'est une question qui concerne tout le monde. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Donc, on est allé ramener les copains. Allez, s'il te plaît, viens. Bon, ok, voilà, je vais faire le mec de service. Ils ne sont jamais venus aux réunions. Jamais. Alors, je les adore, hein, mais voilà. Et j'espère vraiment qu'ils vont venir parce que je suis tellement d'accord qu'on ne peut pas bouger tout seul. Voilà, mais là, c'est un moment où peut-être que aussi, c'était pas plus mal qu'on soit aussi entre nous pour déjà discuter. Enfin, moi, on a passé une soirée, par exemple, Mémo tellement forte où chacune, on est de différentes générations, on a chacune parlé d'une expérience sexiste qu'on a eue dans notre carrière. Et je pense que chacune, il y en a qui ont pleuré, enfin, c'était très fort, quoi. Et on s'est dit, tiens, moi je ferais ça, enfin, si j'étais toi, la prochaine fois, parce que chacune, on a été nuls, effectivement, face aux remarques sexistes. Et tout ce que je veux dire, c'est que ça, par exemple, on n'aurait pas fait s'il y avait des mecs. Et je pense que aussi cette sonorité, cette intergénérationnelle, cette liberté de parole et
ben on aurait vachement plus de mal. Moi, j'ai une liberté d'expression tellement plus forte chez mes mots qu'à l'ordre, parce que j'ai l'impression qu'à l'ordre, je dois, au-delà de l'institution, mais aussi parce que je suis face à des hommes, je dois tout le temps, hier encore, il y a 2 jours, là, on a, avec la DRAC Île-de-France, reçu des financements pour faire un livret dédié aux femmes architectes. Et là, un confrère qui me dit, mais pourquoi vous faites ça, un livret pour les femmes architectes? Pourquoi pas un livret sur les hommes architectes? Et voilà, un mec super dans la maison d'architecture. Et ça, bah, c'est tellement fatigant en fait, de devoir voilà, de faire pédagogie. Donc il y a des moments où ça nous fait du bien d'être aussi ensemble, de parler en toute liberté. Et puis ça nous donne l'énergie pour venir là à des événements comme ce soir où je suis hyper contente. Vous êtes un peu cachés derrière, mais j'ai vu qu'il y avait des jeunes hommes et je les en remercie aussi. Et c'est qu'ensemble, voilà, et je pense que c'est aussi, comme je disais à un moment, on a tout intérêt. Il y a les plus grandes démocraties, les entreprises qui vont le mieux au monde, qui gagnent le plus de thunes, où les gens sont le plus heureux, les démocraties qui sont les plus, c'est celles qui sont mixtes, c'est là où il y a le plus de femmes. Donc notre profession a tout intérêt à être en paix avec cette féminisation et à accueillir. Je veux dire, voilà, la charrette, si on pouvait tous arrêter, je pense que tous les mecs seraient contents, enfin, sauf ceux qui veulent échapper à leur destin familial peut-être, mais on a tout intérêt à gagner ça. Donc oui, bien sûr qu'il faut qu'on soit ensemble, mais pour l'instant, malheureusement, on en a peu trouvé. Donc, voilà. Bonsoir. Virginie Barrier, architecte des PSG, croyante non pratiquante, médiatisante, parce que je suis passée du côté de la maîtrise d'ouvrage. Je voulais juste dire qu'effectivement, j'ai pratiqué une époque en tant que salariée de la maîtrise d'œuvre et aussi suivi sur petite remarque, ah, vous êtes architecte, mais d'intérieur. Bref, et je crois que peut-être pas complètement consciemment, mais je suis passée du côté aussi maîtrise d'ouvrage par fuite d'un milieu peut-être un peu trop masculin, même si dans tous les métiers connexes, y compris dans la maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas tant de féminisation que ça. J'avais déjà une première question, est-ce que les maîtrises d'ouvrage donnent autant de crédit et puis autant de confiance aux architectes femmes qu'aux architectes hommes? Peut-être que dans les nombreux tableaux que vous avez ou dans les nouveaux sondages que vous faites, ce serait peut-être intéressant de leur demander. Je ne suis pas certaine. On va être passé dans plusieurs maîtrises d'ouvrage avec des directeurs de patrimoine, des directeurs généraux de patrimoine, tout ça. Voilà. Et par contre, par ailleurs aussi, deux autres témoignages fait de ma profession, je fais de certains architectes ou certains architectes ici partie du immobilier dans l'Atlantique. Alors c'est hyper drôle parce que tout le travail de fond est fait uniquement par des femmes. Le bureau est représenté à 95% par des femmes. Tout le côté rédactionnel, c'est fait que par des femmes, parce que tout ça, c'est que le côté petite main et pas mis en avant, etc. Différence. Où là, pour le coup, les hommes sont beaucoup plus présents. C'est aussi assez intéressant à regarder. Et toute dernière petite remarque, je suis hyper contente parce que plein de raisons. Bref, je ne l'ai pas trop cité tout ça. Bref, lauréat du construire acier estimé, tout ça la semaine prochaine. Donc on va être plusieurs à monter sur la scène. Et en l'occurrence, il y a 2 projets auxquels j'ai pu participer avec des casquettes différentes. Et il se trouve que tout pendant la réalisation de ces projets-là, en réunion de chantier, on s'est dit plusieurs fois, toute l'ingénierie, maîtrise d'ouvrage, chef de projet architecte, OPC, bureau d'études structure, ce n'était que des femmes, dans des agences d'hommes, mais que des femmes. Et on va se retrouver donc sur scène la semaine prochaine. Et je ne manquerai pas de faire une petite remarque en public en disant que pour une fois, ces 2 projets colauréats étaient menés dans l'ombre et de fond uniquement par des femmes à toutes les échelles de l'ingénierie du projet. Et finalement, les choses changent un peu. Bon, on verra comment ça réagit. Merci pour ce témoignage. Je ne vous vois pas, mais voilà. On prend un verre après.
Conspiracy, alors c'est génial parce que j'y étais l'an dernier et voilà, j'ai une obsession, c'est de compter, de prendre des photos, puis après je compte. Et l'an dernier, il n'y avait qu'une femme sur scène, enfin qu'une femme qui a gagné le prix, donc merci pour ce témoignage de cette année. Les agences sont des agences d'hommes. Voilà, toujours, mais sur les photos, voilà, et sur les photos, et ce qui est cité, et j'ai compté, il y avait effectivement qu'une femme qui avait été citée officiellement et qui avait gagné le prix de la maison. Alors que tous les autres, c'était des gros bâtiments avec en fer, acier. Non, mais c'est des gros bâtiments. Ouais, c'est des gros trucs Et sinon, sur la maîtrise d'ouvrage, j'avais plein de trucs à dire, mais je ne me souviens plus. On a du mal. Alors, autant lors des architectes, c'est plus simple parce qu'on a des données grâce grâce aux statistiques du tableau. Mais tous ceux qui ne sont pas, tous les diplômés d'architecture qui ne vont pas à l'ordre, ben, on a peu de chiffres. Effectivement, il y a quand même une féminisation, comme je le disais, de la maîtrise d'ouvrage, mais on a peu de chiffres. Ah oui, c'était ça, c'était est-ce qu'ils donnent sur la confiance, c'était ça. Et ben oui, à mon avis, il ne faut pas tellement confiance, puisque les 39% d'écart de revenus, c'est évidemment que ce n'est pas les mêmes agences, ce n'est pas les mêmes pratiques, donc ce n'est pas les mêmes clients. Et que la commande la plus rémunératrice, c'est la grosse commande, dont la commande publique, ou alors la commande privée élevée. Donc, alors on a essayé un peu à l'ordre, et je pense que ça, il faut qu'on le développe, et partout où on peut le faire, c'est développer justement ça, auprès de la sensibilisation auprès des maîtrises d'ouvrage. On a un peu travaillé, on a fait une réunion lors des archives dans le cadre de la délégation avec les grands aménageurs pour leur dire il y a des femmes architectes, elles sont pas cons, elles sont plutôt pas mal. Et ça fait aussi, ça les a, enfin c'est pas mal parce que ça les, ils doivent avoir des feuilles de route aussi. Toutes ces collectivités ont des feuilles de route de l'égalité, c'est un peu le cadre légal. Donc il y a des réflexions à mener là-dessus. Donc on peut leur dire, un des biais pour travailler sur l'égalité, c'est aussi travailler sur l'égalité professionnelle, et vous allez être vecteur d'égalité professionnelle si vous ouvrez un peu vos carnets d'adresses. Après, la difficulté, c'est comme les femmes sont peu publiées, on peut trier. Et comme elles sont invisibles, en fait, la plupart, les grands donneurs d'ordre qui font un peu, qui vont aller chercher justement dans tous ces lieux de visibilité pour faire leur clientèle, aller chercher des archives, quoi. Ils ont du mal à trouver. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais l'an dernier, il y avait un grand directeur d'un aménageur qui voulait qu'on organise à l'ordre des speeding dates, du speed dating entre des promoteurs et des femmes architectes. Je dis bon, mais il y a quand même, au-delà de la maladresse de cette personne, je trouvais que c'était quand même, malheureusement je ne l'ai pas donné encore il faut qu'on réfléchisse aussi à comment mettre en lien de manière tout bien, tout honneur des femmes architectes et des donneurs d'ordre, mais en tout cas il demandait, et ça faisait partie de sa feuille de route de l'égalité, que de développer, d'ouvrir son carnet d'adresses. Donc pour moi, il y a aussi quand même des enjeux aussi des donneurs d'ordre qui veulent ouvrir leur carnet d'adresses. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on ose y aller, qu'on ose répondre à des appels d'offres, mais aussi il faut que de l'autre côté, soit donnant-donnant. Enfin, il faut aussi qu'ils arrêtent de prendre toujours les mêmes. Pardon. Ah, Anne, je vais demander dans la salle s'il y avait d'autres témoignages ou d'autres questions. Sinon, je vais vous inviter à ce qu'on aille boire un verre. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je tenais aussi, bien sûr, à remercier les architectes, hommes et femmes ici présentes, mais également les avocates, le bâtonnier, il y a des représentants aussi des magistrats, des architectes des bâtiments de France. Enfin, j'allais dire, on a lors de cette réunion, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on a dépassé notre écosystème habituel, et j'en oublie, et ça c'est plutôt hyper intéressant, c'est-à-dire que notre sujet, on le transmet par des voies médiatiques qui sont pas très audacieuses, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas, on a énormément de répondants à l'échelle de notre petit croix. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup.